Sixième module, donc la stratégie de prise en charge de la personne qui vit avec une obésité ou avec un surpoids, avec dans cette première partie les objectifs thérapeutiques. Alors, les objectifs thérapeutiques, ils avaient été fixés dans les recommandations qui datent un petit peu de la Haute Autorité de Santé, qui sont de 2012, mais qui, à mon sens, restent tout à fait adaptés et réalistes. Souvent, il y a un sentiment d'échec chez les professionnels de santé dans la prise en charge ou l'accompagnement, la prise en soin des personnes qui ont un problème de poids. Et à mon sens, cela vient souvent des objectifs qui sont fixés et qui ne sont pas les bons objectifs. Les objectifs étant avant tout orientés sur la perte de poids. Alors bien sûr, il va falloir tenir compte de la demande de la personne. Si la personne a une demande de perte de poids, il va falloir savoir y répondre. Mais un certain nombre de personnes ont des problèmes de poids, ont des excès de poids, avec des comorbidités, avec des facteurs de risque associés, et ne sont pas spécifiquement demandeuses de perte de poids. Chez ces personnes, l'objectif numéro un, ça sera la prise en charge des comorbidités et des facteurs de risque. D'ailleurs, y compris pour les personnes demandeuses, il sera bien important de faire un point qui a un point santé, c'est notre rôle de professionnel de santé, un point santé avec la personne en ayant une vision globale de la problématique et en voyant s'il y a des comorbidités, des facteurs de risque, et de dire à la personne qu'on va prendre en charge ces problèmes en plus de ou à côté de l'accompagnement plus spécifique visant à une perte de poids si c'est la demande importante de la personne. Bien sûr, même si ce n'est pas la demande importante de la personne, la perte de poids sera favorable à la santé et ne devra pas être négligée, mais l'approche doit être, comme on l'a déjà dit, personnalisée, individualisée, et la prise en compte de la demande de la personne est extrêmement importante. Sur le plan pondéral, souvent les personnes sont en dynamique de prise de poids ou elles sont en yo-yo. Le premier objectif va être la stabilisation pondérale. Je vous rappelle que l'histoire pondérale naturelle, l'histoire naturelle du poids et chez les personnes qui ont un problème de poids, et d'ailleurs chez tout le monde avec l'âge, c'est une courbe ascendante. Et elle est d'autant plus ascendante que les personnes ont un problème de poids, même si parfois elles se sont stabilisées à un niveau élevé. Donc chez une personne qui est en dynamique positive de prise de poids, le premier objectif sur le plan pondéral, ça va être la stabilisation pondérale. Et puis, chez ces personnes, une fois qu'elles sont stabilisées sur le plan pondéral, euh, on va pouvoir envisager une perte de poids. Et il faut savoir ce que c'est qu'une perte de poids qui est réaliste. Perte de poids de 5 à 15% du poids initial, c'est-à-dire que ça va être 100 kg. On peut envisager, j'ose pas dire facilement parce que la perte de poids n'est jamais facile, surtout son maintien dans la durée, mais on peut envisager sans trop être trop ambitieux de perdre 5 kg chez une personne de 100 kg. Et il est réaliste de se dire qu'on va pouvoir passer de 100 à 85 kg, donc une perte de 15%, ce qui n'est pas du tout négligeable. Pour la santé, ça c'est sûr, une perte de 5% suffit pour les comorbidités le plus souvent, mais sur le plan également du physique et du ressenti, de la qualité de vie, une perte de 5 à 15% est tout à fait significative. Donc c'est réaliste, ça améliore les comorbidités et ça améliore la qualité de vie. Et puis bien sûr, nous devons nous engager en tant que professionnels de santé sur des stratégies qui ne soient pas des stratégies qui conduisent à la personne à un sentiment de privation et qui vont conduire à des phénomènes de rebond, à des phénomènes de yo-yo. Et donc il faut se préoccuper du maintien de la perte de poids. Je vous rappelle que le yo-yo, de faire 100 kg, 80 kg, 102 kg, 90 kg et ainsi de suite, est plus délétère pour la santé qu'un poids qui resterait en permanence à 100 kg. Et dans nos conseils, notre accompagnement, il va falloir être particulièrement attentif à l'amélioration du bien-être, de l'estime de soi et de l'intégration sociale. Le régime exclut souvent socialement et altère l'estime de soi, comme on l'a déjà vu. Quand vous reprenez le guide du parcours de soins surpoids et obésité de la Haute Autorité de Santé de janvier 2023, vous voyez les objectifs prioritaires où n'apparaît pas du tout en premier le poids. Objectif prioritaire accompagné sur les difficultés psychologiques et l'autostigmatisation. Accompagner toute forme de vulnérabilité sociale, de maltraitance sur le plan physique,
sur le plan psychologique, sur le plan sexuel. Les abus, les incestes ne sont pas rares chez les personnes avec des obésités sévères. Et les éventuelles difficultés en milieu professionnel ou de formation, la stigmatisation perçue et la stigmatisation vécue. Accompagner leur rapport au corps et le vécu de la prise de poids, les insatisfactions corporelles, altération de l'image de soi et de l'estime de soi, retentissement sur la vie affective et sexuelle, traiter les perturbations de l'alimentation, les troubles du comportement alimentaire, les troubles du sommeil. Face à des troubles psychiatriques avérés, discuter des modalités de l'accompagnement de la perte de poids avec un psychiatre. En cas de prescription médicamenteuse, évaluer régulièrement l'effet sur la prise de poids, donc accompagner dès la mise en place des traitements qui désinhibent la prise alimentaire. Proposer des solutions pour soulager les symptômes, accompagner le retentissement fonctionnel, faciliter la participation aux activités de la vie quotidienne. C'est particulièrement important de travailler sur la symptomatologie pour que déjà la personne commence à se sentir mieux. Donc toujours la prise en charge globale de la personne. Repérer les signes d'alerte, dépression, troubles anxieux, stigmatisation, mésusage de substances psychoactives, douleurs chroniques, et proposer un accompagnement spécifique. Cet accompagnement spécifique devant, dans la mesure, être préalable à l'accompagnement visant plus spécifiquement la perte de poids ou au minimum simultané. Chez une personne qui va être déprimée et douloureuse, rien ne sert de partir sur des conseils diététiques si ces problèmes ne sont pas pris en charge. Favoriser le maintien dans l'emploi, la poursuite de la formation ou d'une formation en lien avec le service de santé au travail. En cas de perte de poids importante, être vigilant face à une déstabilisation psychique et des modifications corporelles, proposer un accompagnement physique, psychologique. Donc vous voyez que dans ces objectifs, le parcours de soins du parcours de soins de la personne en surpoids et d'obésité, ce n'est pas la perte de poids qui est mise en avant, mais bien la prise en charge globale de la personne avec les différentes difficultés qu'elle peut rencontrer. Les bénéfices qu'on peut attendre d'une perte de poids, ça ne veut pas dire qu'il faut négliger la perte de poids. Et vous voyez qu'à partir de 3 à 5%, donc même pas 5%, on peut voir une amélioration du taux de triglycérides, de la glycémie et une réduction du risque de diabète de type 2, une amélioration du syndrome des ovaires polykystiques, 5 à 10%, amélioration de la pression artérielle, du LDL et du HDL, diminution du risque de dépression, diminution du déclin de la mobilité avec l'âge, amélioration des signes d'incontinence urinaire, 10% ou plus, on va réduire le risque et les signes de SOS, amélioration de la NASH, 5-15% et plus, réduction du risque de stéatose hépatique, amélioration des scores de qualité de vie. Et donc, il existe des preuves que la perte intentionnelle de poids peut réduire tous ces risques, ainsi que le risque de certains cancers qui sont associés à l'obésité, comme le cancer de l'endomètre. Alors, plus la perte de poids est importante et plus le bénéfice est important. Vous avez ici la rémission du diabète avec la perte de poids à 12 mois. Et vous voyez que la perte de poids en kilos et la proportion de personnes qui atteignent une rémission du diabète est d'autant plus important que la perte de poids est importante. J'insiste un petit peu, la prise en charge ou l'accompagnement, la prise en soin de la personne qui vit avec une obésité, ça n'est pas que le poids et ça n'est pas avant tout le poids, c'est une prise en charge globale, les comorbidités, les facteurs de risque, la pression artérielle, la glycémie et la qualité de vie qui est extrêmement importante. Et quand on regarde les recommandations, les dernières recommandations de la Haute Autorité de Santé, l'objectif de la prise en charge de l'obésité ne se résume pas à un objectif pondéral, mais concerne aussi l'amélioration des comorbidités, des facteurs de risque de la qualité de vie. L'indication de perte de poids doit être proposée au cas par cas, adaptée au patient, son âge, ses comorbidités, son investissement possible, ses objectifs. Et chez les personnes âgées de 70 ans et plus, il faudra être particulièrement vigilant au risque de sarcopénie, de fragilité et de dénutrition que la perte de poids va pouvoir aggraver. Il faut donc être très vigilant face aux demandes de perte de poids au-delà de 70 ans. Ça ne veut pas dire qu'il faudra les refuser, ça veut dire qu'il va falloir faire une évaluation globale de la personne, qu'il va falloir accompagner, notamment sur le plan activité physique, renforcement musculaire. Et le degré de perte de poids souhaitable est posé à l'issue d'une évaluation globale avec la personne en situation d'obésité, en accord avec celle-ci et sur un projet de soins personnalisé.
La personnalisation des objectifs est quelque chose d'extrêmement important et cette personnalisation, elle doit se faire en fonction du niveau de complexité de l'obésité. Donc on avait déjà vu préalablement comment classer le degré de complexité de l'obésité, d'une obésité. Bien sûr, la personnalisation se fait en fonction du niveau de complexité et doit prendre en compte également, comme ça a déjà été dit également plusieurs fois, la motivation de la personne. En fonction de la motivation, les objectifs ne vont pas être les mêmes. Donc complexité, motivation, partenariat avec la personne et définition d'objectifs en commun et en partenariat. Cette personnalisation, elle va s'appuyer sur une évaluation multidimensionnelle qui va permettre donc à la fois la personnalisation et la graduation du projet de soins. L'évaluation multidimensionnelle d'une situation de surpoids ou d'obésité, telle que c'est décrit toujours dans le guide du parcours de soins de 2023 de la Haute Autorité de Santé, ça doit comprendre l'histoire et les comorbidités somatiques et psychiques individuelles et familiales. L'histoire familiale est toujours importante dans l'obésité. Je vous rappelle que sur un contexte familial d'obésité, il y a à la fois un contexte génétique, mais aussi un contexte d'habitude de vie et comportementale. Et donc, il va falloir évaluer ces habitudes de vie, cet environnement, l'aspect culturel, comment il y a le vécu de la famille et de l'entourage sur le plan culturel. Le retentissement, bien sûr, sur l'état de santé et la qualité de vie, on en a largement parlé, les comorbidités. L'histoire des prises en charge antérieures, on a vu que en fonction des histoires de prise en charge antérieures, soit il n'y avait pas eu de prise en charge, soit il y avait une seule prise en charge, soit il y avait eu plusieurs prises en charge avec des effets yo-yo, et ça rentrait dans des cadres et des niveaux de complexité différents en fonction des antécédents. L'attente et la réceptivité à un projet de soins, donc quelque part ça rejoint derrière la motivation. Les aspects psychologiques, affectifs, psychopathologiques, la stigmatisation et l'autostigmatisation, facteurs essentiels à évaluer le vécu de la personne face à cette obésité, comment elle se vit elle-même, en sachant qu'il y a souvent une autostigmatisation qui est au moins aussi importante que la stigmatisation sociale. La situation sociale et la situation économique, extrêmement important. On a vu aussi que l'obésité touchait des couches sociales plus défavorisées. Les conseils vont devoir être adaptés à ce niveau social, en particulier sur les activités, sur l'alimentation qui va pouvoir être recommandée. La situation professionnelle, les occupations, la formation, la situation familiale. Donc, évaluation multidimensionnelle servant à personnaliser et à graduer le projet de soins. Alors, il y a des aides qui peuvent nous aider pour cette évaluation. On a mis nous-mêmes au point une plateforme dont l'accès est entièrement gratuit à la fois pour les patients et les professionnels de santé, qui est la plateforme Avitam avec un parcours qui est un parcours obésité et aussi un parcours chirurgie bariatrique où les personnes vont pouvoir préparer leur consultation, elles vont pouvoir être inscrites sur la plateforme, elles vont pouvoir préparer, elles vont pouvoir faire figurer leurs antécédents, elles vont pouvoir faire figurer ce qui concerne leur poids et leur alimentation. Et puis, il y a des questionnaires validés qui vont permettre d'évaluer le moral, qui vont permettre d'évaluer la somnolence avec le questionnaire de Epworth, qui vont pouvoir permettre de rechercher des problèmes de sommeil, une insomnie avec le questionnaire de Morin, qui vont pouvoir permettre d'évaluer l'alimentation intuitive dont on a parlé. Est-ce que les personnes ont une orientation vers la restriction? Est-ce qu'elles prennent en compte leur faim et leur satiété? Est-ce que le facteur émotionnel rentre de façon importante dans leur alimentation? Et puis les compulsions alimentaires avec la binge eating scale et un questionnaire simple et rapide de qualité de vie. Vous voyez ici un exemple d'une personne qui a rempli et vous voyez qu'il y a des problèmes au niveau de l'anxiété et de la dépression avec un feu rouge et il y a des problèmes au niveau de l'alimentation intuitive. Par contre, cette personne ne semble pas avoir de problème de somnolence, d'insomnie, ni de compulsion alimentaire avec une qualité de vie qui paraît satisfaisante. Définir le niveau de complexité, c'est important, on l'a vu préalablement, mais je rappelle avec toujours le guide de parcours de soins sur surpoids de l'obésité de l'adulte de la Haute Autorité de Santé, qu'une situation de surpoids ou d'obésité est dite complexe en l'absence, dite non complexe, pardon,
en l'absence de complications somatiques ou psychopathologiques associées, traité, stabilisé, suivi en proximité et sans cumul de facteurs favorisant une situation de surpoids et d'obésité, par exemple une problématique sociale ou psychologique associée. Une obésité peut être considérée complexe, même si elle n'est pas très sévère sur le plan de l'IMC, mais parce qu'il y a des problèmes sociaux importants. Et s'il n'y a pas ces problèmes sociaux et que les solutions peuvent être trouvées en proximité, on n'est pas dans la situation de complexité. Une situation est dite complexe du fait de la sévérité de l'obésité, IMC supérieur à 35, ou du cumul de facteurs de risque associés, de facteurs associés que je vous laisse regarder. Et une situation d'obésité est dite très complexe s'il y a une aggravation par l'obésité d'une maladie chronique somatique ou psychique qui va exposer à un risque majeur pour l'obésité, ou en cas d'obésité de classe 3, avec cumul de facteurs associés, une situation de handicap, une réduction importante du périmètre de marche, le retentissement professionnel, social, familial, ou alors des échecs de perte de poids répétés ou des échecs de chirurgie bariatrique. Donc, importance de définir ce niveau de complexité. En fonction du niveau de complexité, la personne va pouvoir avoir des orientations thérapeutiques et surtout vers des niveaux de prise en charge qui vont être différents. En cas de surpoids et d'obésité non complexe, la perte de poids n'est pas prioritaire. Bien sûr, il faut tenir compte de la demande de la personne, mais stabiliser le poids et puis progressivement atteindre le poids de forme et maintenir ce poids de forme. Dans l'obésité dite complexe, il va falloir personnaliser selon le retentissement sur la santé et les maladies associées, la mobilité, la qualité de vie, en prenant en compte les capacités de réduction pondérale, de l'âge, de l'investissement possible de la personne, de ses attentes. Et puis dans les obésités dites très complexes, la problématique principale, ça va être de rompre le cercle vicieux d'aggravation réciproque de l'obésité et des maladies associées, de hiérarchiser les objectifs des traitements en prenant en compte les priorités de santé qui vont être les priorités vitales et les priorités de la personne. Bien sûr, les priorités de la personne sont toujours à considérer. D'optimiser les traitements non médicamenteux et médicamenteux, d'établir des priorités qui vont pouvoir être révisées en prenant en compte les attentes et priorités de la personne. Le maintien de l'indépendance, prendre part aux activités de la vie quotidienne et sociale, professionnelle, essayer de jouer un rôle actif, donc essayer de réintégrer la personne qui souvent est en train de s'isoler et parfois en train de perdre son autonomie. Alors une fois le niveau de complexité établi, ça va définir un niveau de recours, comme on a déjà également pu en discuter. Et il est important que l'approche elle soit pluriprofessionnelle et donc de bien impliquer l'ensemble des acteurs nécessaires pour l'accompagnement de ces personnes avec une obésité en fonction de leur niveau de complexité. Alors, les acteurs impliqués dans la prise en charge et l'accompagnement des personnes avec une obésité ont été définis par le guide du parcours de soins surpoids et obésité de l'adulte de la Haute Autorité de Santé, tout à fait récemment, vous voyez, en janvier 2023. Pour le surpoids et les obésités dites non complexes, dont on a vu préalablement la définition, c'est le médecin généraliste qui assure la coordination des soins et l'accompagnement. Il peut partager ou confier cette mission à un infirmier, notamment dans le cadre de l'exercice coordonné. Pour les obésités dites complexes, donc avec un niveau supérieur, dont on a vu aussi la définition, la coordination des soins et l'accompagnement est assurée toujours par le médecin généraliste, mais ça peut aussi être par un médecin spécialiste de l'obésité ou un médecin d'une structure spécialisée dans l'obésité. La coordination, elle peut toujours être partagée avec un infirmier, que ce soit dans le cadre de l'exercice coordonné ou de la pratique avancée, et il peut même servir de référent de proximité si ça a été bien défini. Les obésités très complexes, donc celles qui ont un niveau très important, soit par les comorbidités ou les complications, qu'elles soient physiques ou psychiques, soit par la sévérité de l'index de masse corporelle ou les obésités génétiques, syndromiques. Ce coup-ci, il est important que ce soit des structures spécialisées donc, qui coordonnent les soins et que cette coordination soit donc faite par un médecin de ces structures spécialisées de l'obésité ou à la rigueur un centre de référence maladies rares si c'est le cas, si on se situe dans ce cas.
Bien sûr, ça doit toujours se faire en lien avec le médecin spécialiste et le médecin généraliste et éventuellement des infirmiers de pratique avancée. Donc il va falloir garder ces référents de proximité à tous les niveaux de prise en charge. Le médecin généraliste garde un rôle, même si pour ces obésités complexes, il est bien de faire appel à des centres qui ont une expertise spécifique dans l'obésité. Donc, il faut s'accompagner à la prise en charge, il faut se faire accompagner, il faut que la prise en charge soit pluriprofessionnelle. Et là aussi, dans son parcours de soins, la Haute Autorité de Santé a édité des fiches parcours avec le rôle des différents professionnels de santé. Et vous voyez que les professionnels de santé qui sont mentionnés dans les professionnels pour accompagner les personnes avec une obésité, les psychologues, les travailleurs sociaux, les infirmiers, infirmières, les diététiciens, diététiciennes, les enseignants en activité physique adaptée, les masseurs kinésithérapeutes, les ergothérapeutes et les psychomotriciens. Donc il faut savoir penser à l'ensemble de ces professionnels et je vous laisse de vous-même regarder ces fiches pour voir un petit peu le rôle que peut jouer chacun de ces professionnels dans l'accompagnement de la personne qui vit avec une obésité. Et puis, les services médicaux de réadaptation, hein, les anciens SSR qui s'appellent maintenant des SMR. Donc, pour ce qui concerne l'obésité, c'est ceux qui sont spécialisés digestif, endocrinologie, diabétologie, nutrition. Quelles sont leurs indications? Bon, déjà, c'est pareil, hein, il faut connaître les centres de référence. Je vous rappelle que chaque centre spécialisé obésité, normalement, a dû choisir un SSR ou SMR avec lequel il a signé une charte pour une coopération étroite pour les obésités les plus complexes. Donc, ces séjours en SMR sont destinés aux personnes qui ont des situations somatiques graves ou invalidantes ou comportant plusieurs comorbidités, les suites de soins aigus pour les sujets qui nécessitent des équipements adaptés, les séjours de rupture prolongée, hein, les personnes qui sont dans un environnement, le plus souvent un environnement social très difficile, peuvent bénéficier d'un séjour en SMR pour avoir une rupture prolongée de cet environnement. La rééducation locomotrice en cas de perte d'autonomie liée à l'obésité et les patients en échec de prise en charge adressés par les partenaires de niveau 3 d'un SMR spécialisé. Dans la gradation de la prise en charge, on va donc y avoir en dernier recours, ou en troisième recours, plutôt qu'en deuxième recours, les centres spécialisés obésité, dont on a déjà parlé plusieurs fois. Je vous rappelle que ces centres spécialisés obésité ont été créés lors du plan présidentiel obésité 2007-2012 et qu'ils sont donc maintenant créés depuis plus de 10 ans. Et on va donc voir quels sont ces rôles, les rôles qui sont dédiés aux centres spécialisés obésité. Donc déjà, comme là aussi ça a pu être dit plusieurs fois, hein, vous avez 37 centres spécialisés obésité qui sont répartis sur le territoire. Il y en a au moins un par ancienne région. Leur création dépendait de la prévalence de l'obésité dans la région. Et vous voyez que certaines régions, comme l'ancienne région Nord-Pas-de-Calais, avaient 4 centres spécialisés obésité. Et on a vu aussi que c'est la région qui a la plus forte prévalence de l'obésité. Donc, vous voyez, en région parisienne, 3 centres spécialisés obésité. Donc, certains centres bénéficient d'un cercle noir autour parce qu'il y avait des centres spécialisés obésité, des centres intégrés obésité, des centres intégrés obésité ayant plus spécifiquement une mission de recherche. Mais ceci a été un peu remis en question, l'ensemble des centres spécialisés obésité s'engageant dans la recherche. La plupart des centres, avec ici les points verts, sont des hôpitaux publics, hein, avec le plus souvent des CHU. Et vous avez quelques centres spécialisés obésité qui sont des centres privés, des centres d'hospitalisation privés. Alors les missions des CSO, deux grandes missions. Donc la première mission des CSO, c'est la prise en charge pluridisciplinaire de l'obésité. Et donc de prendre en soin les situations les plus complexes nécessitant les soins les plus spécifiques. Les centres spécialisés obésité doivent disposer d'une expertise en nutrition,
d'une expertise en endocrinologie, métabolisme, en psychologie, en diététique et également dans tous les domaines professionnels que l'on a vus à travers les fiches du parcours de haute autorité de santé. Ils doivent disposer des professionnels, mais ils doivent aussi disposer des équipements adaptés qui sont requis pour l'accueil des cas les plus difficiles en médecine, en chirurgie, je dirais dans toutes les spécialités. C'est-à-dire que les personnes avec une obésité sévère doivent pouvoir être prises sur une table de coronographie, sur un scanner, sur une IRM. Et donc la mission des centres spécialisés obésité, bien sûr en France, lorsque le plan a été fait, il y avait très peu de centres qui avaient l'ensemble des équipements, mais la mission c'est au renouvellement des équipements de toujours prendre en compte cette notion que l'ensemble de l'établissement fait partie du centre spécialisé obésité et qu'il y ait bien la capacité d'offrir un parcours de soins digne à toute personne, quelle que soit son obésité et la complexité de son obésité dans toutes les spécialités. Donc c'est le niveau 3 de la gradation de l'offre de soins pour la population obèse et donc cette nécessité d'expertise et d'équipement. Les centres spécialisés obésité doivent collaborer avec les spécialités clés. Hein, donc, encore une fois, le centre spécialisé n'est pas un service, mais un établissement qui va permettre d'offrir l'ensemble des soins, et particulièrement important la pneumologie, le sommeil, la cardiologie, l'hépatogastrologie, et avec aussi une équipe de chirurgie, donc des chirurgiens et des anesthésistes réanimateurs qui vont être spécialisés dans la chirurgie bariatrique, donc une capacité d'offrir de la chirurgie bariatrique et de pouvoir anesthésier les personnes avec les obésités les plus sévères. La deuxième mission des centres spécialisés obésité, des CSO, c'est l'organisation de la filière de soins dans les régions. Donc la définition et la mise en œuvre de modalités de coordination entre les acteurs qui n'existaient pas ou peu, les actions de sensibilisation, d'information, de formation, l'écriture de protocoles organisationnels et l'animation d'une filière de prise en charge impliquant les acteurs libéraux, hospitaliers, médico-sociaux. Et enfin, de contribuer, en lien avec les réseaux lorsqu'ils existent, à la coordination avec les acteurs de deuxième recours, notamment les chirurgiens, la médecine ambulatoire, les établissements SSR, les associations et les acteurs du médico-social. Donc un rôle dans la prise en soin des personnes avec les obésités les plus complexes et un rôle dans l'organisation de la filière de soins en région, sur les régions, sur le territoire qui relèvent de leurs actions. Alors les données de base sur la prise en soin des personnes avec un excès de poids, vous allez voir ici, on va voir vraiment les bases de façon très très simple, mais sur lesquelles il est très important de s'appuyer. Les bases de la prise en soin, c'est les modifications thérapeutiques du mode de vie. Les modifications thérapeutiques du mode de vie, pour moi, elles reposent sur 4 piliers. 4 piliers qui sont la gestion du stress et des émotions, les rythmes de vie, donc le sommeil, mais aussi les horaires de repas, globalement l'ensemble des rythmes de vie, l'activité physique et l'alimentation. Les 4 piliers sont indispensables à prendre en charge pour que votre édifice y tienne. Tout ça doit reposer sur une évaluation motivationnelle et sur de l'éducation thérapeutique. On l'a déjà dit plusieurs fois, mais les objectifs qui vont être fixés vont dépendre du niveau de complexité et de la motivation de la personne. Ces 4 piliers, ils ne sont pas mis dans un ordre au hasard, hein. Ils sont dans l'ordre où ils doivent être abordés. Le premier pilier, c'est la gestion du stress et des émotions. Vous n'accompagnerez pas quelqu'un dans la perte de poids si la personne est déprimée, avec des émotions très négatives, où elle va avoir besoin de l'alimentation pour gérer ses émotions. Si vous ne prenez pas en compte au préalable ou au minimum en même temps que le reste ce pilier, vous ne pourrez pas y arriver. Les rythmes de vie, c'est pareil. Si vous avez quelqu'un qui a des troubles du sommeil, qui ne dort pas, qui a un sommeil irrégulier, un sommeil trop court, il va devoir compenser pour se tenir éveillé pendant la journée par des consommations alimentaires et par des consommations alimentaires à forte densité énergétique.
Donc, gestion du stress et des émotions, gestion des rythmes de vie, du sommeil, c'est un préalable indispensable. Le troisième pilier, c'est l'activité physique. Alors, l'activité physique, c'est un petit peu différent parce que l'activité physique, elle est très importante, on en a déjà largement parlé. Mais l'activité physique, si vous la mettez en place, je dirais sans tenir compte du reste, si vous arrivez et si la personne a suffisamment de motivation pour se mettre à l'activité physique, ça va améliorer, si elle augmente son activité physique, ça va améliorer son moral, ça va avoir des effets émotionnels positifs et ça va avoir des effets positifs également sur le sommeil. Ce qui fait que l'activité physique peut être abordée très facilement dès le début du programme de prise en charge. Le dernier pilier, c'est l'alimentation. L'alimentation, c'est très différent de l'activité physique. La modification de l'alimentation est souvent quelque chose de contraignant qui va avoir un retentissement sur le moral qui va être difficile au départ. Je ne dis pas forcément négatif parce que parfois d'avoir une alimentation plus santé va avoir des effets sur le moral positif. Néanmoins, la mise en place des changements est quand même quelque chose de difficile et contraignant qui est très difficile à faire quand on n'a pas le moral. Quant au fait d'avoir un mauvais sommeil, vous ne pourrez pas avoir une alimentation santé avec un mauvais sommeil. Il y a nécessairement un besoin de compenser par des aliments à forte densité énergétique et donc souvent se diriger vers l'alimentation ultra transformée. Donc, 4 piliers des modifications thérapeutiques du mode de vie. L'activité physique, je dirais, quand vous voulez. Gestion du stress des émotions et sommeil, un préalable à une approche plus diététique et nutritionnelle. Là, je crois que c'est la 13e fois qu'on le répète, mais quel que soit le plan, que ce soit sur la manière dont vous allez gérer le sommeil, les rythmes de vie, chaque fois que vous allez fixer un objectif sur le plan nutritionnel, sur le plan activité physique, faites en sorte que cet objectif réponde à l'acronyme SMART. On définit clairement, très spécifiquement un objectif. C'est pas manger moins de pain, c'est quand est-ce que vous mangez du pain, est-ce que vous aimez le pain, comment vous allez pouvoir faire, quelle quantité. Tout conseil doit être très spécifique. Il doit être mesurable, c'est-à-dire que quand on se revoit avec la personne, on doit être capable de quantifier ce qui a été fait. L'objectif doit être réaliste et atteignable. Je ne vais plus jamais manger de pain alors que j'adore ça. Est-ce que c'est réaliste? Est-ce que c'est atteignable? Peut-être, mais ça se discute. Et temporaliser. Quand est-ce que je mets en place et à quel rythme je vais pouvoir le faire? Est-ce que je le fais tous les jours? Est-ce que je le fais tous les repas? Est-ce que voilà, pour l'activité physique, pour les repas, pour l'alimentation, pour l'ensemble des objectifs. Et puis tout ça doit s'appuyer sur des programmes d'éducation thérapeutique. L'éducation thérapeutique, elle peut être en groupe, mais elle peut être aussi faite sur le plan individuel. Elle a démontré des bénéfices soutenus dans le temps, stabilisation ou perte de poids. Elle nécessite des contacts réguliers et prolongés. On ne fait pas une séance d'éducation et c'est bon. Des interventions plus spécifiques, régulières. Il a été démontré qu'il faudrait au moins 12 séances ou plus la première année. Il faut poursuivre dans la durée. Souplesse de mise en œuvre pour s'adapter aux personnes. Et elle doit être proposée systématiquement dès le diagnostic de surpoids ou d'obésité. Alors, quel suivi proposer aux personnes qui sont en situation d'obésité, qu'on va accompagner pour l'obésité? Alors, toujours en se guidant sur le parcours de soins sur obésité de l'adulte, de la Haute Autorité de Santé, le premier point que l'on note, c'est que le suivi doit être régulier et sur plusieurs années, et même pour certains cas, et les obésités les plus complexes, certainement à vie. Suivi du poids, mais surtout suivi de l'état de santé global. Donc, pour le surpoids ou l'obésité qui est dite non complexe, vous voyez, la consultation médicale de suivi est mensuelle pendant 6 mois et avec ensuite l'adaptation de la fréquence à l'évolution de la situation. Donc le suivi, comme on l'a vu, est réalisé par le médecin généraliste et il peut être alterné avec un infirmier dans le cadre de l'exercice coordonné. En cas d'atteinte partielle ou complète des objectifs thérapeutiques au bout de 6 à 12 mois, on peut proposer des modalités de suivi qui vont être plus souples et restreindre, si besoin, le nombre des intervenants. Par contre, en cas de difficulté ou de non-atteinte des objectifs au bout de 6 à 12 mois,
on va réévaluer la situation dans sa globalité et poursuivre, si nécessaire, les explorations, les examens, compléter ou adapter l'intensité des soins et de l'accompagnement, et puis éventuellement prendre l'avis d'un médecin spécialisé dans l'obésité. Pour les obésités dites complexes, donc avec un niveau supérieur, on va avoir une consultation médicale de suivi qui va être recommandée au minimum mensuel, mais ce coup-ci pour une durée plus longue, pendant 1 à 2 ans. Et puis la fréquence va dépendre ensuite de l'évolution de la situation et de la demande de la personne. Donc le suivi, il va être réalisé par le médecin généraliste et il peut être alterné avec un médecin spécialiste de l'obésité ou le médecin d'une structure spécialisée dans l'obésité. Ce suivi, il peut être partagé avec un infirmier, exercice coordonné ou pratique avancée, et qui peut mettre le référent de proximité, comme on l'a déjà vu. En cas d'atteinte partielle ou complète des objectifs thérapeutiques au bout de 6 à 12 mois, on va moduler les soins et l'accompagnement en fonction de l'évolution de la situation individuelle. C'est-à-dire qu'on va adapter l'intensité des soins et de l'accompagnement, proposer des modalités de suivi plus souples, restreindre, si besoin, le nombre des intervenants. Pour les obésités dites très complexes, donc le niveau le plus élevé de complexité, la consultation médicale de suivi, elle est au minimum mensuelle et elle va être poursuivie tout au long de la vie. Le risque de rechute ou même le risque de maintien de complications et de sévérité de l'obésité dans la durée est très important et donc le suivi doit être à vie. Il peut éventuellement s'espacer en fonction de l'évolution de la situation et de la demande de la personne. Le suivi sera réalisé par un médecin d'une structure spécialisée dans l'obésité ou un centre de référence des maladies rares, le cas échéant, en lien toujours avec le médecin généraliste. L'organisation d'une RCP, une réunion de concertation pluriprofessionnelle ou d'analyse d'une situation complexe, et le réajustement du plan individualisé de coordination en santé vont associer l'ensemble des professionnels impliqués. Le suivi va être renforcé dans les périodes à risque de rupture du parcours, en particulier après une hospitalisation, un séjour en soins de suite. L'objectif de cette prise en charge, ce n'est pas tellement de faire disparaître l'obésité. On est dans une maladie chronique, donc qui va durer. Et ça va être de prévenir l'aggravation de la perte d'autonomie, de savoir mobiliser des aides à domicile, de poursuivre les soins et l'accompagnement au domicile et mobiliser les proches ou les accompagnants. Et donc si on regarde un petit peu à nouveau le rôle des professionnels dans le parcours de soins, donc obésité dite complexe ou très complexe, en cas de difficulté ou non-atteinte des objectifs thérapeutiques au bout de 6 à 12 mois, réévaluer la situation dans sa globalité, prendre l'avis d'un médecin spécialisé de l'obésité et ou d'un psychiatre ou d'une structure spécialisée de l'obésité, évaluer les facteurs de résistance à la perte de poids, poursuivre si nécessaire les explorations et les examens, compléter ou adapter l'intensité des soins et de l'accompagnement. On reviendra dessus, mais aujourd'hui, il y a les traitements médicamenteux qui peuvent être d'une aide et qui vont de plus en plus être d'une aide importante, je pense, ou du moins je l'espère. Tout est conditionné à la prise en charge par l'assurance maladie. Donc on peut envisager la prescription d'un traitement médicamenteux par analogue du GLP-1 qui ont l'AMM dans l'indication de l'obésité. On reviendra dessus, on en a 2 en France, qui sont le Saxenda et le Wegovy. Donc un traitement de seconde intention uniquement chez l'adulte avec un IMC supérieur à 35 associé à des comorbidités d'âge inférieur à 65 ans. Ou envisager d'emblée en cas d'obésité qui va compromettre l'autonomie ou entraînant une altération sévère de la fonction d'un organe pour lesquels les modifications du mode de vie sont limitées. Associer systématiquement à une perte de poids, une activité physique et au maintien dans le temps des modifications des habitudes de vie pour éviter un rebond pondérable. Une prescription initiale par un médecin spécialiste d'obésité dans un centre spécialiste et obésité et une réévaluation systématique du traitement à 12 semaines. Et puis, toujours en cas d'échec, on va aussi pouvoir envisager une chirurgie bariatrique en fonction des indications que nous reverrons. Mais il faut savoir que c'est un traitement de dernière intention voilà, qui doit faire l'objet d'un parcours de soins, d'un projet de soins coordonné. Alors les points importants à retenir sur ce module 6 qui concerne la stratégie de prise en soin de la personne vivant avec une obésité ou un surpoids.
Alors, ce que nous avons vu, c'est que la prise en charge globale est prioritaire sur la prise en charge pondérale. Prise en charge globale, ça veut dire s'intéresser aux comorbidités, s'intéresser aux facteurs de risque, s'intéresser à la qualité de vie, et ce sont les points que nous devons cibler en premier. Et donc, il n'y a pas de possibilité d'avoir d'échec là, on peut toujours gagner des choses sur ces facteurs, hein, parce qu'on entend trop souvent parler d'échec qui renvoie à une responsabilité de la personne avec une obésité. Le deuxième point, ça va être d'essayer de stabiliser le poids avant d'en perdre. Et puis bien sûr, si on peut en perdre, c'est tout à fait souhaitable en ciblant en premier lieu sur les modifications thérapeutiques du mode de vie. Et avec ces modifications thérapeutiques du mode de vie, il est réaliste de cibler des pertes de poids qui peuvent atteindre 5% du poids corporel, ce qui constitue un bénéfice sur le plan de la santé et sur le plan des facteurs de risque importants. Et on peut envisager jusqu'à 15% de perte du poids corporel, bien sûr, que nous n'attendons pas chez toutes les personnes. Mais en tout cas, c'est raisonnable de le cibler. On sera particulièrement vigilant sur la perte de poids chez la personne de plus de 70 ans. Elles ont un risque de sarcopénie et donc qui ne serait pas favorable à leur santé, entraînant une perte d'autonomie, un risque de chute. Et elles ont aussi un risque de dénutrition. Donc, nécessité d'un bilan particulièrement approfondi, d'une discussion avec la personne, parce qu'on se retrouve avec des personnes de plus de 70 ans qui ont des surcharges pondérales et qui vont être demandeuses de perte de poids. Ça ne veut pas dire que ces pertes de poids ne sont jamais indiquées, ça ne veut pas dire qu'elles ne sont jamais favorables à la santé, ça veut dire qu'il y a besoin d'une évaluation globale. Le projet de soins va devoir être personnalisé après cette évaluation globale, que la personne ait plus ou moins de 70 ans. Pour cette évaluation en ligne, il y a des aides en ligne. Je vous ai parlé de la plateforme Avitam, qui, je le répète, est accessible gratuitement aussi bien pour les patients que pour le professionnel de santé et qui permet d'avoir certains indicateurs et de cibler un peu plus vite, d'avoir une vision globale un peu plus rapidement, le patient pouvant préparer de chez lui ses consultations. On va adapter le projet de soins à la complexité et à la motivation de la personne. Pour le surpoids et les obésités qui ne sont pas complexes, la perte de poids n'est pas prioritaire. Et pour les obésités très complexes, il faudra cibler comme objectif prioritaire d'éviter la perte d'autonomie ou chez les personnes qui ont perdu l'autonomie, de restaurer cette autonomie. Il va devoir y avoir une coordination des soins. Cette coordination des soins, puisque l'obésité fait intervenir, la prise en soin de l'obésité fait intervenir de nombreux professionnels, cette coordination des soins elle va pouvoir être faite en fonction du niveau de complexité, hein, pour les obésités les moins complexes, les plus simples, par le médecin traitant, pour le niveau de complexité supérieur, par un médecin spécialiste de l'obésité, et pour les obésités qui requièrent un niveau 3, les plus complexes, les centres spécialisés obésité. L'approche, elle est nécessairement pluriprofessionnelle. C'est très difficile en tant que seul professionnel d'accompagner les personnes avec une obésité. Et donc, il faut penser aux psychologues, aux travailleurs sociaux, aux infirmiers, infirmières, aux diététiciens, diététiciennes, aux éducateurs, éducatrices en activité physique adaptée, les masseurs, kinésithérapeutes, ergothérapeutes, psychomotriciens, psychomotriciennes. Et puis, nous avons parlé de la place des SMR, anciens SSR, pour accompagner, toujours pareil, les personnes avec les obésités les plus complexes qui ont besoin d'une réautonomisation, les personnes qui ont besoin d'une rupture avec leur entourage ou les personnes qui auraient besoin d'un suivi spécialisé plus prolongé avec des indications qui sont mises par la haute autorité de santé. On a vu la place des centres spécialisés obésité. Donc ces centres spécialisés obésité, ils doivent prendre en charge les obésités les plus sévères et les plus complexes. Ils doivent pour cela disposer non seulement du personnel, mais aussi des équipements qui vont permettre un parcours de soins digne de ce nom, quelle que soit la pathologie de la personne. Et donc, le centre spécialisé obésité, ce ne sont pas uniquement des médecins nutritionnistes, mais c'est une participation de l'ensemble des spécialités du centre. C'est un équipement de l'ensemble des services de l'établissement pour pouvoir permettre ce parcours de soins des personnes avec des obésités complexes qui sont parfois en perte d'autonomie, qui vont poser des difficultés de transport. Et les centres spécialisés obésité vont également devoir organiser la filière en région. Et organiser la filière, justement, ça comprend aussi l'organisation des transports qui posent souvent problème avec les personnes les obésités plus sévères qui vont demander des véhicules adaptés.
Les modifications thérapeutiques du mode de vie, elles sont donc à la base de la prise en soin. Je vous rappelle que le psychosocial, le sommeil et les rythmes de vie priment sur l'alimentation, sur les conseils diététiques. L'activité physique, elle a des effets favorables sur le côté psychologique et sur le sommeil, et elle peut donc être mise en place dès le départ, en tout cas à tous les stades de l'accompagnement. Les objectifs, ils doivent être mis en place selon l'acronyme SMART, donc ils doivent être spécifiques, mesurables, adaptés, réalistes, temporalisés, plutôt atteignables pour le A. La place de l'éducation thérapeutique a démontré son efficacité. Dans l'idéal, c'est au moins 12 séances sur la première année, ce qui correspond au suivi mensuel. Le suivi, il va se faire en fonction du niveau de complexité du problème de poids. Il va se faire en fonction des différents niveaux, hein, médecin généraliste, médecin spécialiste de l'obésité ou centre spécialisé obésité. Ce suivi, il doit être au minimum mensuel au départ, pendant plusieurs mois pour les obésités les plus simples, pendant 1 à 2 ans pour les obésités les plus complexes. Et après, l'espacement du suivi va se faire en partenariat avec la personne, en fonction de son évaluation globale et en fonction de ses besoins spécifiques. Donc pour les obésités les plus complexes, le suivi, même s'il va être espacé, pouvoir être espacé, parfois il va devoir se faire à vie. Dans l'accompagnement des personnes avec une obésité, il y a évidemment des échecs aux modifications thérapeutiques du mode de vie. Nous verrons dans les chapitres suivants, dans les modules suivants, les traitements médicamenteux et la chirurgie bariatrique. Ces traitements médicamenteux et cette chirurgie bariatrique vont pouvoir être indiqués chez les personnes qui vont être en échec des modifications thérapeutiques du mode de vie, la chirurgie bariatrique devant rester, y compris si elle a démontré son efficacité importante, le dernier recours de l'accompagnement de ces personnes.